Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Avec pour partenaire média The Media Leader 100% Média et pour partenaire opérationnel CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale consacrée au fameux baromètre du programmatique pour le premier semestre 2023. Vous vous demandez sûrement quels sont les chiffres à retenir, quels défis nos chers acteurs du programmatique ont-ils dû affronter et comment les ont-ils surmontés? Et bien sûr, qu'est-ce qui bouillonne dans la marmite technologique? Quelles sont les innovations et les formats publicitaires à guetter? Et enfin, que nous réserve l'avenir pour le prochain semestre? Pour répondre à toutes ces questions brûlantes, nous sommes honorés d'accueillir un expert en la matière, Philippe Framzel, membre de la commission programmatique de l'Alliance Digitale. Allez, sans plus attendre, lançons-nous dans cet océan de découvertes programmatiques. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Alors, tu viens ici en tant que président de la commission programmatique de l'Alliance Digitale. Effectivement. Pour que l'on puisse commenter ensemble, et surtout toi, le baromètre du programmatique du premier semestre 2023. Alors déjà, première question, avant de parler de cette première question, c'est ta première fois sur The Programmatic Society, donc merci. Première question, quels sont les chiffres clés du baromètre programmatique pour le premier semestre 2023 ? Alors, avant de donner les chiffres, j'aimerais revenir sur la méthodologie qu'on emploie pour ce baromètre. Ce qu'il est important de noter, c'est que ce n'est pas un baromètre qui se veut exhaustif. Il est basé sur un échantillon qui est très représentatif en fait, du marché français, mais il ne prétend pas à l'exhaustivité, ce qui veut dire que sont exclus de l'étude du baromètre tout ce qui est walled garden, donc Facebook, Amazon, toute la partie search, toute la partie également vidéo de Google, YouTube. Il n'y a pas non plus tout ce qui est chaîne télé. Donc en fait, on a un périmètre qui est large, mais où il n'y a pas ces acteurs. D'accord. Et en fait, on recense à peu près 1500 sites pour une quarantaine de régies. Donc ça a quand même du sens, mais on ne prétend pas, encore une fois, à l'exhaustivité. C'est pour ça qu'on peut trouver des chiffres un peu différents de ce qu'on voit sur le marché. Il y a des études qui existent sur le marché où Google et Facebook sont pris en compte. Et évidemment, on voit moins ce qui se passe pour, j'allais dire, l'éditeur lambda. Donc, l'information qu'on utilise en fait dans l'analyse, elle provient de 18 SSP qui sont branchés à la société Atomic. Donc, Atomic, qui est une société qui nous permet de collecter les données et les analyser. D'accord. Donc, voilà, donc le périmètre est le suivant. Ensuite, quels sont les chiffres clés? Alors les chiffres clés, on a décomposé en fait notre analyse entre le display, la vidéo, donc la vidéo c'est outstream, mainstream, tout ce qui a trait à la native, donc native on va voir texte plus image, et également tout ce qui est audio. Et en fait ce qu'on constate, c'est que sur la partie qu'on va qualifier de display, donc le display reprend tous les formats un peu classiques, mégaband, rectangle, habillage, on est à moins 12%. Ouais. Donc c'est une baisse très sensible, sachant qu'on est également à moins 12% en termes d'ICPM. Donc on a une baisse des revenus et une baisse en fait du CPM, du prix acheté. Si on regarde ce qui se passe sur la vidéo, même la vidéo qui est un format en fait très attractif est en baisse, parce que la vidéo est en baisse de moins 6%, avec une baisse du CPM de l'ordre de 22%, alors que les impressions augmentent de 20%. Donc en fait, là aussi, on voit qu'il y a moins de demandes. Les éditeurs ont créé de la vidéo et finalement, il y a moins de demandes à un moment donné. Excuse-moi, quand tu dis que les éditeurs ont créé de la vidéo, ça veut dire qu'ils ont créé des contenus vidéo pour y accueillir des publicités vidéo. Alors, on peut supposer que les plus 20% en termes de volume, de croissance, proviennent de la création ou de la consultation de vidéo. Mais on pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que beaucoup d'éditeurs, en termes de stratégie, se sont dit, la vidéo, c'est 40% des revenus du programmatique, il faut qu'on crée de la vidéo. Donc là, on voit bien qu'on a une baisse de la vidéo en termes d'ICPM, en termes aussi de revenus, alors que l'inventaire vidéo progresse. D'accord. Et pour revenir sur le chiffre du display, tu peux revenir dessus, c'est moins 12%. À quoi tu pourrais l'attribuer ?
Alors, l'étude ne donne pas l'analyse exacte des moins 12%, on peut faire des supputations. Allons-y. Dans les supputations, il y a évidemment le contexte économique. On voit bien que le contexte mondial ralentit, en fait, l'économie ralentit. On voit que la croissance en France, elle est en berne, moins de 1%. On sait que les entreprises ont plus de mal à produire parce que, en fait, il y a les coûts des matières premières qui sont là, donc ça veut dire une hausse des coûts qu'ils ne peuvent pas forcément répercuter donc, aux consommateurs. Donc on peut supposer qu'à un moment donné, il y a une volonté de reconstituer les marges pour les entreprises. Il faut qu'elles coupent une partie de leur budget, et les budgets qui peuvent être coupés, c'est facile de toucher évidemment à la publicité. Et donc je pense qu'on coupe un peu la publicité partout, y compris sur le digital. Très bien. Tu voulais rajouter d'autres choses sur les chiffres clés pour ce premier semestre ? Ce qu'on peut noter, c'est l'audio. L'audio fait une percée très intéressante puisqu'on est à plus 41%. Et on a fait une émission sur l'audio il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc effectivement, l'audio, on voit que ça croît en flèche. Et donc ça, c'est un élément intéressant. Alors, peut-être ajouter un point sur qui baisse en fait grosso modo dans ce segment. En fait, on a tout ce qui a trait à la finance qui baisse. On a également tout ce qui a trait au CPG qu'on appelait historiquement les FMCG, donc tout ce qui est l'alimentaire, etc. La grande consommation. Et donc ça, c'est un élément important, alors qu'on voit que tout ce qui a trait au retail a tendance à augmenter. Donc, on voit bien que les industriels qui produisent, investissent moins. Et justement, par rapport à ces chiffres, est-ce qu'il y a des défis particuliers que les acteurs du programmatique ont rencontrés durant ce semestre et comment ils pourraient les surmonter ? Peut-être qu'on est encore dans l'ordre de la supputation, mais si tu as des recommandations ou en tout cas une intuition, c'est intéressant. Les défis pour l'éditeur, tu entends ? L'ensemble des acteurs, que ce soit les éditeurs, même pourquoi pas aussi les acheteurs, dans le sens où, au contact de ces mêmes acheteurs, peut-être qu'il y a des attentes qui ne sont peut-être pas suffisamment bien adressées par les acteurs qui composent ce baromètre. Alors, les défis, c'est évidemment la manière d'acheter. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que l'open reste dominant. Mais on a vu une évolution assez importante du programmatique garanti qui s'est développé au détriment des private deals et des preferred deals. Ok. Donc on voit que cette partie-là a tendance à baisser. Et ce qu'on constate également dans l'innovation, et ça peut être une piste de développement pour pas mal d'acteurs, c'est la montée en puissance des curated deals. Donc les curated deals, je vais peut-être revenir sur la définition. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on ait envie de faire un deal sur Le Monde, Les Échos et Société.com. Eh bien, c'est 3 sociétés différentes. Donc il faut faire 3 deals. On a des acteurs qui sont généralement des SSP qui nous proposent de faire le lien en fait et d'être l'interlocuteur pour proposer un deal sur les 3 sites. Et donc, évidemment, pour l'acheteur, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'a pas 3 régies à solliciter et il a un seul deal. Et donc là, on voit une montée en puissance très très forte des curated deals parce qu'il passe de 3% quasiment à 5%. D'accord. Donc c'est une croissance très très importante et on voit que c'est dans l'air du temps alors que tout ce qui est private et preferred a tendance à décliner. Ça voudrait dire quoi en termes de recommandations auprès des acteurs pour surmonter ces fameux défis de baisse? Donc tu donnes une première réponse, c'est le curated deal, mais est-ce que j'allais dire que ce curated deal, il est plutôt fait par l'acheteur de par ses outils ou par l'intermédiaire des partenaires technologiques comme les SSP? Alors l'acheteur ne peut l'acheter que s'il a été créé par le SSP. Donc en fait, il faut... C'est bien de le préciser. Il faut que l'éditeur accepte que un SSP lambda propose des curated deals sur son inventaire. Voilà. D'accord. Donc, quelque part, il se défait d'une relation où il a moins la maîtrise des choses, mais il peut avoir un apport de business qu'il n'aurait pas parce que, imaginons que quelqu'un veuille effectivement toucher une cible de décideurs.
eh bien, s'il n'est pas dans le curated deal décideur du SSP lambda, eh bien, peut-être qu'il n'aura pas la campagne. Donc, c'est une piste de développement qui peut avoir du sens. Tu en vois d'autres ? Après, il y a évidemment tout ce qui... on voit les attentes marché en termes de SPO, donc Supply Path Optimization. Donc en termes de chemin d'accès, pour simplifier. En fait, c'est vrai que dans cet univers où l'éco-responsabilité a du sens, on sait que certains annonceurs posent la question de savoir comment ça se passe et savoir sur une même impression, est-ce qu'on fait un même appel ou on fait 10 appels. Donc évidemment, si on fait 10 appels en header bidding, je rappelle que le header bidding permet d'interroger plusieurs bourses électroniques en même temps. Plusieurs SSP. Plusieurs SSP ou bourses électroniques, voilà, pour simplifier. Ouais. Et on alloue l'impression à l'enchère la plus élevée. Eh bien, lorsqu'on fait ça, évidemment, on a des coûts de serveur qui sont plus importants, puisque pour une même impression, on va appeler peut-être 10 SSP. Ouais. Si on a un chemin plus simplifié, parce qu'on fait un deal particulier avec un seul SSP, évidemment, en termes d'éco-responsabilité, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc ça a plus de sens. Donc ça, c'est une piste de développement aussi pour les acheteurs comme pour les vendeurs, de se dire on va vers un SPO simplifié. Alors justement, on a parlé des différents défis qu'ont rencontrés pendant ce semestre les acteurs, et ça nous a fait pivoter de plus en plus vers les aspects technologiques, puisqu'on a évoqué le SPO, les SSP, les DSP. Est-ce qu'il y a des innovations, justement, en restant sur cet aspect technologique, est-ce qu'il y a des innovations technologiques ou des formats publicitaires émergents qu'il faudrait surveiller ? Alors, il y a évidemment le DOH qui n'est pas mesuré par l'étude. Donc je rappelle que le DOH c'est pour l'extérieur, enfin le Digital Out of Home. Voilà, c'est les écrans digitaux extérieurs qui sont pilotés aujourd'hui en programmatique. Mais pour le coup, l'étude ne les mesure pas pour le moment. Donc ça, c'est une roadmap qu'on pourrait avoir pour 2024. Il y a évidemment l'audio que j'évoquais, avec la montée en puissance du podcast. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à une époque, les éditeurs voulaient absolument faire de la vidéo. Aujourd'hui, on sait que le podcast, le CPM du podcast, il est plus élevé que celui de la vidéo en moyenne. Donc, et selon toi, c'est logique ou pas ? C'est logique parce que, oui, je pense que le podcast offre une qualité d'écoute qui est très importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisit... qui met ses écouteurs et qui choisit son podcast, etc., c'est quand même une relation très privilégiée avec le contenu. Voilà. Donc on peut se dire que le spot qui passe peut avoir beaucoup de sens. Donc, et puis il y a aussi une part de rareté qui joue sur le prix, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un inventaire de podcast qui est au niveau de la vidéo, par exemple. Ouais. Donc, mais ça commence à se développer fortement. Et on peut se dire que les éditeurs qui ont créé beaucoup de contenu vidéo peuvent songer désormais à créer du contenu audio. C'est sans doute une piste de développement importante. Est-ce que tu vois d'autres formats publicitaires émerger ? On a parlé de l'audio, on a parlé du fait qu'il y avait une émergence du gré à gré. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour en force de ce qu'on appelait il y a une époque les opérations spéciales, et est-ce que ces opérations spéciales peuvent être gérées via le programmatique ? Alors là, dans les formats que j'ai évoqués, je ne parle pas d'opérations spéciales. Non, mais je pose... Tout ça est achetable en programmatique. Alors, le développement des opérations spéciales, je pense qu'elles pèsent 10% du marché, mais l'étude ne les prend pas en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étude, elle prend en compte essentiellement les formats qu'on va dire standards, classiques, qui sont opérables sur de multiples sites de manière programmatique. Exactement. Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de prévision, anticipation sur ce qui pourrait se passer sur le second semestre 2023 ? Alors, on n'a pas donné les chiffres de T3, mais on a déjà les premiers chiffres, et la tendance n'est pas à la remontée des investissements. Pas de remontada. Pas de remontada sur T3. Q4, c'est encore loin, même si ça arrive très vite.
Donc on sait que Q4 généralement représente 40% du business. Donc effectivement, c'est crucial. Il y a l'effet, on peut espérer que la Coupe du Monde du rugby ait un effet bénéfique sur Q4. Donc ça peut compenser un petit peu la conjoncture économique. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure sur le coût des matières premières, même s'il y a eu des fluctuations, ça reste élevé. Hein. Je sais pas, le papier a été multiplié par 2, le pétrole reste très haut. Donc il y a quand même toujours ce problème des matières premières qui coûte plus cher pour produire. Donc après l'incapacité quand même de la même manière à répercuter sur le consommateur la hausse des prix, parce qu'on ne peut pas faire croître de 40% un prix sur un paquet de biscuits ou sur une plaquette de chocolat, pardon. Et donc on risque d'être dans un scénario très proche de ce qu'on a vécu au premier semestre. On n'a pas d'indicateur suffisamment fort aujourd'hui qui pourrait nous faire pencher la balance autrement. D'accord, donc faire une sorte de pari sur ce qui pourrait se passer sur le second semestre, c'est compliqué, mais en tous les cas, on va pas voir tu ne supposes pas qu'il va y avoir une remontée, pour reprendre le terme de remontada de tout à l'heure? En tout cas, sur T3, non. Sur T3, non. Peut-être que Q4, oui, mais T3, non. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup Philippe. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites relever ou rajouter par rapport à ce que tu as pu voir sur ce baromètre? Je retiens la curation qui est très important. Je retiens le fait que la vidéo, bien que ce soit un format qui intéresse, en tous les cas, a vu une chute, hein, si j'ai bien compris, au niveau des CPM notamment, et que même les CPM sont plus faibles en vidéo qu'en audio, hein, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu vois d'autres éléments saillants qu'on n'aurait peut-être pas évoqués? Alors après, il ne faut pas enterrer la vidéo. Elle reste quand même très importante hein, dans le pré-roll, donc l'in-stream ou la out-stream, ou l'habillage vidéo. Ça reste des volants importants de demande. Donc c'est vrai qu'on a parlé des nouveaux formats, l'audio avec le podcast ou le DOH. Mais voilà, historiquement, hein, la vidéo représente 40% du marché en valeur, ce qui est un élément très important. Merci Philippe. Alors, comme tu le sais, dans cette émission, nous avons un partenaire qui est The Media Leader 100% Média. Et c'est donc le moment de la fameuse question 100% Média. Alors, je te rappelle le principe, tu as 60 secondes pour répondre à la question qui va être posée aujourd'hui par Jean-Philippe Piot, Managing Director de The Media Leader 100% Média. Jean-Philippe, c'est à toi. Bonjour. Le dernier baromètre du programmatique publié par l'Alliance Digitale montre une évolution assez différente en fonction des leviers. Si on se place d'un point de vue plus prospectif, quels sont les leviers qui, selon vous, vont tirer leur épingle du jeu dans les années à venir? Merci. Alors attention, je vais donner le top chrono avant que tu répondes. T'es prêt? Je crois que t'es prêt. Allez, top chrono. Oui, on l'a en partie évoqué. L'audio, évidemment, on va tirer son épingle du jeu. Je pense que les podcasts, c'est pas très compliqué à produire. Et donc, il va y avoir un volant audio très très fort. Et puis, on voit se développer quand même le DOH. Donc là, on n'est pas capable de le mesurer pour le moment. Mais au-delà de la vidéo qui va rester très élevée, on peut se dire que l'audio et le DOH sont les formats de demain, oui. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'être venu pour Je t'en prie. Commenter les principaux chiffres du baromètre programmatique du premier semestre 2023. C'était une première pour toi. J'espère que l'expérience a été bonne. En tous les cas, les informations que tu nous as données ont été précieuses et ta vision sur l'évolution du marché pour le prochain semestre et les années à venir était également très intéressant. Donc merci à toi pour t'être déplacé jusqu'à nous. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève cette émission consacrée au baromètre du programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média 100% Média et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub.